Une nouvelle de Liu Cixin, 1er avril 2018. Date 1er avril 2018. Temps clair. Un autre jour à hésiter. Cela fait déjà 2 ou 3 mois et mon indécision est un marais stagnant. J'ai l'impression que ma vie se consume à un rythme des dizaines de fois plus rapide qu'avant. Par avant, j'entends l'époque où cette pensée n'était pas encore née en moi, une époque où le protocole de Progène n'avait pas encore été commercialisé. De la fenêtre du dernier étage de l'immeuble, la ville s'étale comme un circuit imprimé qui aurait été mis à nu. Et je ne suis qu'un électron glissant le long des nanophiles. Je ne compte pas. Et la décision que je prendrai ne comptera pas beaucoup non plus. Peu importe, donc. Mais non. Comme si souvent, depuis plusieurs mois, j'hésite. Et mon indécision se prolonge. Qianzi est encore en retard. Une rafale de vent accompagne son irruption dans le bureau. Il a des bleus sur le visage et un bandage sur le front. Mais il a l'œil fier, la tête haute, comme s'il exhibait une médaille. Son bureau est en face du mien. Il s'assoit, mais il n'allume pas son ordinateur. Il me regarde droit dans les yeux. Il attend de toute évidence que je l'interroge, mais ça ne m'intéresse pas non plus. Tu as regardé la télévision hier soir ? Il fait certainement référence à l'attaque de l'hôpital du centre-ville par les activistes de Surface du Vivant. L'établissement est le plus grand centre de Progène du pays. Les façades blanc-neige de l'hôpital étaient striées de traînées noires carbonisées. On aurait dit un joli visage souillé par les doigts sales. Surface Vivante est la plus grande des organisations anti-Progène. C'est aussi la plus radicale. Qianzi compte parmi leurs membres, mais lui, je ne l'ai pas vu à la télévision. La foule à l'extérieur de l'hôpital était fondue en une marée furieuse et bouillonnante. La réunion vient de se terminer. Ce n'est pas comme si tu n'avais reçu aucun avertissement. La prochaine fois, tu risques d'être viré, dis-je. Progène est une abréviation pour prolongement de la vie par modification génétique. Le processus consiste à extraire du génome humain les sections responsables du vieillissement. Il permet ainsi d'allonger la durée de vie normale à environ 300 ans. L'exploitation commerciale de cette technologie a débuté il y a 5 ans, mais elle est aujourd'hui devenue une véritable catastrophe sociale et politique. Pour une raison simple, elle est hors de prix. Elle vaut ici le prix d'une villa de luxe, et seule une minorité de privilégiés ont les moyens de s'offrir ce service. « Je m'en fiche », dit Qianzi. « De toute façon, je ne vivrai pas jusqu'à 100 ans. Qu'est-ce que ça peut me faire ?» Tout en parlant, il allume une cigarette. Il est interdit de fumer au bureau, mais il veut probablement montrer qu'il n'est contraint par aucune règle. « La jalousie, c'est très mauvais pour la santé », dis-je en secouant les mains pour évacuer la fumée qu'il me crache dessus. Tu sais, dans le temps, il y avait des tas de gens dont l'espérance de vie était réduite faute de ne pas avoir les moyens de payer leur traitement. Bon, c'était différent. Ceux qui ne pouvaient pas se soigner ne représentaient qu'une infime minorité, tandis qu'aujourd'hui, 90% des gens restants regarderont le dernier petit pourcent restant vivre heureux pendant 300 ans. Je n'ai pas peur d'admettre que la jalousie est en effet un facteur de préservation de la paix sociale. Il se penche près de moi depuis son bureau. « Tu vas vraiment me faire croire que tu n'as pas été jaloux ?» Je frissonne à son regard. Pendant un moment, je crains qu'il ne voie à travers moi. Moi aussi, je vais devenir l'objet de sa jalousie. Je vais devenir Progène. Je suis en réalité loin d'être richissime. À 30 ans et des poussières, je n'ai encore rien accompli de mémorable et je suis encore tout en bas de l'échelle de ma carrière. Mais travaillant dans la finance, il ne m'est pas compliqué de détourner des fonds. Après une longue période de planification, tout est maintenant prêt. Un clic et 100 millions de nouveaux yuan viendront abreuver mon compte secret.
avant d'être transféré sur celui du centre de Progène. C'est du boulot de professionnel. J'ai bâti plusieurs murs pour qu'on ne retrouve pas ma trace dans le labyrinthe de protection. Il faudra bien 6 mois avant qu'on puisse trouver la faille. Le moment venu, je perdrai mon emploi, je serai condamné à la prison, on saisira mes biens et je devrai probablement supporter d'être regardé avec mépris. Mais peu importe, je serai déjà un futur tricentenaire. Et pourtant j'hésite. J'ai étudié la loi avec soin. La peine maximale encourue pour détournement de fonds est de 20 ans de prison et 5 millions de yuans d'amende. Au bout de 20 ans, j'aurai encore, au bas mot, 200 années d'une vie alléchante devant moi. Mon problème est néanmoins le suivant. L'arithmétique est simple. En réalité, n'importe quel crime, à l'exception de ceux qui valent la peine capitale, est bien accessoire pour qui veut rejoindre les rangs de Progène. Combien d'autres que moi conspirent et hésitent en silence. Cette pensée me fait dire qu'il faut agir au plus vite, et en même temps, elle me freine. Mais c'est encore Yan qui me fait le plus hésiter, au-delà d'ailleurs de toute considération rationnelle. Avant de rencontrer Yan, je ne croyais pas à l'amour, et depuis je doute qu'il y ait quoi que ce soit d'autre en ce monde. Sans elle, quel intérêt de vivre davantage, même de 1000 ans? Sur la balance de mon existence, j'ai d'un côté une longévité de 2 siècles et demi, et de l'autre, la douleur de dire adieu à Yan. Les poids sont presque à l'équilibre. Le chef de service convoque une réunion. Je peux deviner sur son visage qu'il n'y sera pas question de calendrier de travail, mais de cases individuelles. Et ça ne rate pas. Le chef de service indique qu'il souhaiterait évoquer le comportement socialement intolérable d'un employé. Je ne me retourne pas pour regarder Guianzi. Je sais qu'il va passer un sale quart d'heure. Cependant, ce n'est pas son nom que prononce le chef. Liu Wei, des sources de confiance m'ont informé que tu avais rejoint la République IT. Liu Wei hoche la tête, avec la fierté de Louis XVI montant sur l'échafaud. Ça n'a rien à voir avec le travail. Je ne souhaite pas que l'entreprise interfère avec mes libertés individuelles. Le chef de service secoue gravement la tête, en le pointant brusquement du doigt. Tout, ou presque, est lié au travail. Épargne-nous tes fantasmes d'étudiants ici. On peut insulter son président en pleine rue. Ça s'appelle une démocratie. Mais quand on n'obéit plus au patron, c'est tout le pays qui s'écroule. Les États virtuels sont sur le point d'être reconnus. Reconnus? Mais par qui? L'ONU? Des grandes puissances? Arrête de rêver. Le chef n'est lui-même pas convaincu par sa dernière affirmation. Aujourd'hui, 2 sortes de territoires sont occupés par la société. Le premier correspondant au continent et aux îles terrestres, le second à un territoire encore plus vaste, le cyberspace. Le deuxième rejoue l'histoire de la civilisation, mais à une vitesse 100 fois plus rapide. Dans le cyberspace, après des décennies d'un âge de pierre désordonné, des États virtuels ont naturellement commencé à voir le jour. Ceux-ci ont 2 origines principales. Tout d'abord, les forums de discussion type Bulletin Board System, qui réunissent un grand nombre d'utilisateurs, et également les jeux en ligne, qui peuvent compter jusqu'à des centaines de millions de joueurs. Comme pour les États physiques, les États virtuels ont un gouvernant à leur tête, ainsi que des parlements, et possèdent aussi leurs propres armées, en ligne. Mais contrairement aux États physiques, généralement divisés selon des critères ethniques et géographiques, leurs équivalents virtuels se structurent davantage autour des croyances, des loisirs et des occupations professionnelles. Chaque État virtuel compte des membres partout dans le monde et un certain nombre d'entre eux ont contribué à la fondation de l'Internationale virtuelle qui compte aujourd'hui 2 milliards de résidents et qui a établi un réseau d'États qui n'a rien à envier aux Nations Unies. Cette ONU du cyberspace est devenue une entité politique majeure qui se superpose aux États traditionnels.
La République, IT, est l'une des grandes superpuissances de l'international virtuel. Elle compte déjà 80 millions de citoyens et est en croissance rapide. Sa population est principalement composée de travailleurs dans le domaine de l'informatique. Elle a des aspirations politiques conquérantes et l'influence qu'elle exerce déjà dans le monde physique la rend incontournable. Je ne sais pas exactement quel est le statut de la citoyenneté de Liu Wei. Les rumeurs racontent que le président de la République IT est un simple employé subalterne d'une société d'informatique. Dans le même temps, certains médias ont révélé que des grands chefs d'État physiques n'étaient que des citoyens lambda d'État virtuel. Le chef de service nous assène de remontrances. Il nous intime de ne pas prendre une deuxième nationalité, puis il exige, sur un ton grave, que Liu Wei se rende dans le bureau du directeur général avant d'annoncer la fin de la réunion. Mais alors que nous ne nous sommes pas encore levés de nos chaises, Cheng Lili, qui était restée assise devant son écran d'ordinateur, pousse un cri qui nous hérisse les cheveux. Elle dit que quelque chose de grave est arrivé. Elle veut que nous regardions les informations télévisées. Avant de retourner à mon bureau, je jette un coup d'œil à mon ordinateur et je vois en effet que le programme ordinaire a été interrompu par une édition spéciale. Le présentateur a l'air sombre. Il annonce qu'à la suite d'un veto prononcé par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre la résolution 3617 demandant la reconnaissance officielle de la République IT, cette dernière a déclaré la guerre aux États physiques. Il y a une demi-heure, elle a lancé sa première offensive contre le système financier mondial. Je regarde Liu Wei, qui a l'air aussi étonné que moi de ce coup d'État. On voit maintenant à l'écran une grande métropole, la vue est aérienne, et on aperçoit une rue bordée de gratte-ciel. De longues files de voitures sont prises dans les embouteillages. Une foule se presse des deux côtés de la route, comme si un séisme venait de frapper la ville. L'objectif montre ensuite un grand supermarché grouillant de monde. On se bouscule frénétiquement pour piller des marchandises. Les étals de denrées vacillent, comme sur le point de s'effondrer, tels des bancs de sable incapables de retenir la marée. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je m'interroge horrifié. Tu n'as pas encore compris ? Continue à beugler Cheng Lili. Il n'y aura bientôt plus aucune différence entre les pauvres et les riches. Tout le monde va se retrouver fauché. Alors il se dépêche de faire des réserves, tant qu'il en est encore temps. Je comprends bien sûr, mais je n'ose pas croire que ce cauchemar ait pu devenir réalité. Cela fait 3 ans qu'aucune pièce, ni aucun billet de banque ne sont plus émis. Tout doit être payé avec une carte bancaire, même pour acheter un paquet de cigarettes dans un kiosque au coin de la rue. Qu'est-ce que la richesse à l'âge de l'information ? En fin de compte, rien d'autre qu'une série d'impulsions électriques et d'empreintes magnétiques dans la mémoire d'un ordinateur. Prenons l'exemple de cet immeuble de bureau. Si l'on supprimait tout l'historique des échanges électroniques des services concernés, le PDG de l'entreprise aurait beau se présenter à nous avec ses titres de propriété, personne ne reconnaîtrait plus son autorité. Et l'argent, désormais, ce n'est plus le nerf de rien du tout. Lui aussi, une série d'empreintes plus petites que des bactéries et des impulsions fugitives. Pour la République IT, qui revendique en son sein plus de la moitié des travailleurs de l'informatique du monde entier, c'est un jeu d'enfant d'effacer ses traces. Le corps principal de la République IT est constitué de programmeurs, d'ingénieurs réseau et de gestionnaires de bases de données. Ils appartiennent à une classe qui est la réincarnation, au XXIe siècle, de la classe ouvrière du XIXe siècle. Simplement, l'outil de travail n'est désormais plus le muscle, mais la machine, et la charge de travail ne cesse d'augmenter. Noyés dans une mer de codes de programmes et empêtrés dans un labyrinthe de logiciels et de matériel, ce sont les dockers des temps modernes qui portent sur leur dos le fardeau du monde sans même un répit, travaillant même la nuit comme des prostituées. La technologie de l'information connaît un développement de plus en plus rapide, mais en dehors des chanceux qui arrivent à gravir les échelons de l'administration, n'importe quel talent devient vite obsolète.
Des jeunes fraîchement diplômés d'informatique arrivent sans cesse sur le marché du travail, aussi affamés que des termites. Et les anciens, qui ont parfois à peine plus de la trentaine, sont mis à l'écart, remplacés, abandonnés. Cette nouvelle classe est aujourd'hui désignée sous le nom de prolétariat technologique. Nous qui n'étions rien, reformatons le monde. Voici comment ils ont réécrit les paroles de l'Internationale. Mais je me sens soudain frappé par la foudre. Mon Dieu, et mon argent, cet argent qui ne m'appartient pas encore et qui m'achètera bientôt plus de 2 siècles de vie, sera-t-il supprimé? Et s'il décide réellement de tout reformater, est-ce que je ne perdrai pas tout? Mon argent, mon opération de projet, mes rêves? Un voile noir tombe devant mes yeux. Je tourne en rond dans mon bureau, comme une mouche sans tête. Un éclat de rire grossier fige brusquement mes pas. C'est Cheng Lili. Elle est accroupie. Elle se tord de rire. « Poisson d'avril » dit calmement Liu Wei, en balayant du regard le routeur installé dans un coin du bureau. Je suis son regard et je remarque que l'appareil est déconnecté du réseau de l'entreprise. À sa place, l'ordinateur portable de Cheng Lili, agissant comme un serveur. La salope. Elle a dû se donner beaucoup de mal pour organiser cette farce stupide, en particulier pour créer ces fausses images d'actualité, même si, à notre époque, n'importe qui sachant utiliser un logiciel 3D peut réaliser un film sans bouger de chez lui. Les autres ne semblent pas s'offusquer de la blague de Cheng Lili. Qianzi me regarde à nouveau avec ses yeux pénétrants. « Qu'est-ce qui te prend ? C'est eux que ça aurait dû faire flipper, pas toi, dit-il en désignant le niveau supérieur où se trouvaient les cadres. De quoi as-tu peur ? J'ai encore des sueurs froides. Je me demande s'il n'a pas lu à travers moi. Mais ce n'est pas ce qui m'effraie le plus. Le reformatage du monde. N'est-ce là vraiment que le cri de ralliement de quelques agités extrémistes de la républiquité ? N'est-ce vraiment qu'une farce de 1er avril ? Combien de temps tiendra encore le cheveu au bout duquel l'épée est suspendue au-dessus du monde ? À cet instant, mon hésitation s'évanouit comme l'obscurité dans une pièce soudain illuminée. J'ai pris ma décision. Je donne rendez-vous à Yan Yan le soir même. En distinguant sa silhouette sur le fond de l'océan de lumière de la ville, mon cœur si dur se met à fondre. Comment pourrais-je faire du mal à cette silhouette si délicate ? Elle est la flamme d'une bougie qu'une brise minuscule pourrait souffler à tout moment. À l'instant où elle s'approche et croise mon regard, ma balance penche complètement d'un côté. Sans elle, quel sens de vivre 200 ans de plus ? On dit que le temps guérit les blessures, mais ce ne seront peut-être que 2 siècles d'une longue torture. L'amour rend un peu de dignité à l'égoïste extrême que je suis devenu. Toutefois, c'est Yan Yan qui parle la première, et elle prononce avant moi, et au mot près, ces paroles que je m'étais préparé à lui adresser. J'ai longtemps hésité, mais je crois qu'il vaut mieux que nous nous séparions. Abasourdi, je lui demande pourquoi. Dans longtemps, quand je serai encore jeune, toi tu seras vieux ? Il me faut un certain temps avant de comprendre ce qu'elle veut dire, et je finis par comprendre ses yeux tristes qui viennent de me briser le cœur. Je croyais qu'elle avait lu en moi, ou qu'elle avait deviné quelque chose. Je souris sous cape. J'ai oublié dans quel monde nous vivions et les tentations qui nous environnent. Après avoir bien ri, j'ai le sentiment d'être soulagé d'un poids. Je me sens si léger que je pourrais flotter dans les airs. Je suis sincèrement heureux pour Yan Yan. « Où as-tu trouvé l'argent ?» je lui demande. « J'ai juste assez pour moi » glisse-t-elle à voix basse, sans oser me regarder. « Je comprends, ça ne fait rien. Ce que je voulais dire, c'est que ça fait beaucoup, même pour une seule personne. Mon père m'a aidé. 100 ans, ça suffira, et puis j'ai placé de l'argent, le moment venu, avec mes intérêts, je serai riche. » Je comprends que je me suis trompé. Elle n'ira pas dans un centre progène. Elle veut entrer en hibernation.
l'autre grande réalisation dans le domaine biologique de notre époque à être entrée dans une phase commerciale. À une température d'environ moins 50 degrés, grâce à des produits spécifiques et un système circulatoire externe, il est devenu possible de faire ralentir le métabolisme de base du corps humain à 1% de sa vitesse normale. Après un siècle d'hibernation, le corps humain n'aurait vieilli que d'une année. La vie me fatigue. Je suis si lasse. Je veux seulement m'échapper, dit Yan Yan. Et tu penses que ça ira mieux dans un siècle ? Le moment venu, tes diplômes ne vaudront plus rien et tu auras encore plus de mal à t'intégrer à la société. Tu es sûr de toi ? Je crois que chaque époque est meilleure que la précédente. Et si vraiment ce n'est pas le cas, je me ferai à nouveau hiberner, ou bien j'irai dans un centre progène. Ça ne coûtera sans doute plus si cher. Yan Yan et moi nous séparons sans rien dire. Peut-être nous reverrons-nous dans 100 ans, mais je ne lui fais aucune promesse. Dans un siècle, elle sera toujours la même, tandis que moi, j'aurai 130 ans et une longue expérience de la vie. La silhouette de Yan Yan a disparu. Je n'hésite pas une seconde de plus. Je sors mon téléphone portable, je me connecte à mon compte bancaire en ligne et je transfère immédiatement les 5 millions de nouveaux yuan sur le compte du centre de Progène. Il est presque minuit, mais je reçois un coup de fil du directeur du centre. Il m'explique que l'opération peut avoir lieu demain. Si tout se passe bien, ce sera terminé dans une semaine. Il réitère solennellement le serment de garder l'opération secrète. Oui, 3 individus ayant subi la modification génétique et dont l'identité a été révélée ont été assassinés. « Vous ne regretterez pas votre choix, dit le directeur, car ce que vous obtiendrez ne sera pas 2 siècles de plus, mais l'éternité. » Je comprends. Qui sait quelles autres technologies auront été développées dans 200 ans ? Peut-être serons-nous devenus capables de copier la conscience et la mémoire humaine et d'en faire des sauvegardes que nous pourrons charger à tout moment dans de nouveaux corps. Peut-être n'aurons nous-mêmes plus besoin de corps car nos consciences seront devenues des esprits évoluant dans un réseau, percevant le monde et l'univers grâce à un nombre infini de capteurs sensoriels. L'éternité. Le directeur poursuit. En vérité, le temps est tout. Donnez-lui suffisamment de temps et un singe qui a appris à taper à la machine à écrire pourra recomposer tout Shakespeare. Et vous, vous aurez du temps. Moi ? Et vous ? Je ne suis pas un progène. Et pourquoi ça ? Il reste muet pendant un long moment avant de répondre. Le monde change trop vite, trop d'opportunités, trop de tentations, trop de désirs, trop de dangers. Il me donne le vertige. Je ne suis plus tout jeune après tout, mais vous n'avez pas à vous en faire. Puis il reprend la phrase de Yan Yan, car chaque époque est meilleure que la précédente. À présent, j'écris mon journal assis dans une petite chambre de célibataire. C'est mon tout premier journal et je m'efforcerai de continuer à écrire car je veux laisser quelque chose. Le temps nous fait tout perdre. Je sais que ce n'est pas moi qui vivrai 3 siècles car, dans 200 ans, je ne serai plus moi. Et quand on y pense, ce concept de moi ne convient pas. Ce qui compose mon corps, ma mémoire et ma conscience ne cesse de changer. Le moi, d'après ma séparation avec Yan Yan, le moi qui a commis une infraction passible de peine de prison, le moi qui a conversé avec le directeur du centre Progène, et même le moi, avant d'écrire, même sur cette page de journal, tous ces moi ne sont plus la même personne. Finalement, cette pensée m'apaise. Mais je veux quand même laisser quelque chose. Derrière la fenêtre, les étoiles brillent de leur dernière lueur froide, celle qui précède l'aube. Elles paraissent si pâles derrière la mer scintillante des lumières de la ville. C'est à peine si on peut les voir. Et pourtant, elles symbolisent l'éternité. Cette nuit, j'ignore combien d'autres membres de la nouvelle humanité prendront aussi la route. Pour le pire et pour le meilleur, nous serons
les premiers à tutoyer l'éternité. « 1er avril 2018 est une nouvelle de Liu Cixin, extraite du recueil Les migrants du temps, nouvelle complète 2, publiée chez Actes Sud. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.